forcément, il y a une vérité autre, en fait, une vérité différente de quelque chose de purement documentaire. Donc ça, c'était pour revenir sur la fiction. Et du coup, je poursuis avec les inspirations littéraires. Alors là, je vous ai beaucoup parlé pendant 1 heure des sources journalistiques. Là, je vous ai quand même un peu parlé d'Albert Memmi, qui est pour moi un romancier très important. Albert Memmi, il est garant de cette mémoire justement du côté multiculturel de la Tunisie. Moi, ça m'avait marqué quand je l'ai lu, en fait, que j'avais 20 ans ou 21 ans. Je l'ai découvert en France. Et j'ai eu envie de le rencontrer. Du coup, j'ai écrit mon mémoire de maîtrise sur la statue de sel. Et je l'ai rencontré. C'était très riche. Et je l'ai revu l'année dernière pour la dernière fois, puisqu'il est décédé en mai, à l'âge presque de 100 ans. Il a 99 ans. Par exemple, l'histoire de Bourguiba, j'ai relu Le Pharaon. C'est un de ses romans sur l'histoire de Bourguiba. Je l'ai relu quand j'ai écrit le roman. Et ça m'avait bouleversée parce que du coup, mais peut-être certains d'entre vous aussi le vivent, quand on a 2 cultures, on se pose beaucoup de questions. J'ai un père tunisien, une mère française. Donc forcément, on va me dire « Ah, mais vous êtes pas loin du personnage d'Essia », c'est ce qu'on me demande. Je dis « Non, 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 là aussi c'est de la fiction ». Parce que quand on construit un personnage qui est proche de soi, c'est très compliqué. C'est plus facile de construire un personnage comme la cellule qui est distant. Je ne suis pas, par exemple, Essia, comme je pense Albert Memmi n'est pas peut-être plus proche d'Alexandre Mordechai Beniouf, parce qu'il s'est inspiré vraiment aussi des épisodes de sa vie quand on recroise ce qu'il raconte et ce qui se passe. Mais moi, par exemple, je n'ai pas vécu la Révolution de près, comme Essia. Donc ça a été une source importante. Mais pas parce que je suis allée chercher des passages précis ou parce que c'est pas non plus le style. J'ai un style qui n'est pas du tout proche de celui d'Albert Memmi. C'est plus le sujet du métissage, de la Tunisie multiculturelle, de l'interrogation identitaire qui a imprégné en fait le roman Noces de Jasmin. La deuxième influence littéraire, c'est L'amant de Duras. Alors il y a L'amant et l'amant de la Chine du Nord, que en fait c'est une écriture très nominale, je sais pas comment dire, très poétique. Et puis il y a beaucoup de passages sensuels. Et ça c'est ma romancière préférée avec Albert Memmi. J'aime beaucoup cette écriture. Là, c'est peut-être plus l'influence. Bon, il y a l'influence à la fois de la sensualité, parce qu'il y a des passages très sensuels aussi dans le roman pour ceux qui l'ont lu. C'est la façon d'écrire avec ces phrases courtes et en même temps en y mettant un peu de poésie. Et puis, il y a aussi les thématiques quand même, parce que L'amant, ça raconte vraiment l'histoire d'une jeune fille qui rencontre son amant, le riche chinois, sur un bac, lors d'une traversée du Mékong. Et elle vit dans cette Indochine coloniale aussi. Donc il y a aussi ce contexte qui, je trouve, forcément me rappelle la Tunisie par certains côtés et qui m'intéressait aussi. Et puis à un moment donné, elle part aussi, elle quitte l'Indochine pour aller en France. Donc il y a aussi ces départs qu'on retrouve dans mon roman en fait. C'est le passage d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Donc il y a aussi cette écrivaine-là qui m'a beaucoup influencée. Après, il y en a plein d'autres, parce que quand on écrit, on a une bibliothèque intérieure. Et forcément, même inconsciemment, on va puiser dans ces références. Persépolis, par exemple. J'adore Persépolis. Vous l'avez déjà vu, le film, ou lu la BD? Donc il y a le personnage de la grand-mère que j'adore, qui m'a inspiré Mama Maïssa, par exemple. Voilà. Et il y en a plein d'autres. Je les ai mises là-bas, si à un moment donné vous avez envie d'aller regarder un petit peu. Alors, je crois que vous avez préparé aussi quelque chose, donc je ne vais pas prendre trop de temps sur les influences. Il y en aurait d'autres à présenter, mais ce serait long. Vous voulez faire une petite lecture, c'est ça? Je lui ai demandé de sélectionner des passages. D'accord. C'était une lecture qui était vraiment intéressante parce qu'à la fois elle mêlait une histoire personnelle à la grande histoire, donc c'était très intéressant. Et puis on s'est beaucoup retrouvés dans la manière d'écrire, dans les sentiments de la jeune fille notamment, donc c'était une lecture qui nous était très agréable. Et puis en plus on ne connaissait pas forcément la révolution tunisienne, donc c'était très intéressant pour nous d'en apprendre un peu plus. Et en fait, j'ai sélectionné des passages qui... En fait, notre sujet en ce moment en HLP, c'est les métamorphoses du moi. Et donc, j'ai sélectionné des passages qui évoquaient un peu la notion justement de double identité, de recherche de soi lorsque l'on a 2 cultures.
Excusez-moi avec le masque, c'est un peu dur de parler. C'est un thème qui est très présent dans le livre parce qu'il y a énormément de personnages qui ont justement à la fois une double culture, puis une recherche de leur identité, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de passages qui parlaient de ça. Donc vous voulez que je lise un extrait ou que... Vas-y. C'est un extrait du récit de Yacine, qui est donc le papa d'Essia et qui raconte, donc c'est un Tunisien qui raconte lorsqu'il est monté en France, qu'il est parti en France faire ses études, donc un monsieur de culture tunisienne qui ne parlait pas le français lors de son arrivée. Alors il dit « Essia, ma fille, semble inquiète. Elle revient ce midi du 87, située en plein centre-ville. Des violences policières et une grève des avocats ont eu lieu, aujourd'hui, à Tunis. Au café, lorsque je retrouve mes amis Noureddine, Tarak et Atef, nous ne parlons plus que de la mort de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid, tout bas, pour ne pas nous faire entendre. Les manifestations ont commencé un peu partout dans le pays et gagnent aujourd'hui Tunis. Cet après-midi, je suis dans mon quartier, à l'Ariana, dans ma pharmacie, et j'ai la frousse, parce que tout est sans dessus-dessous. Dans ce pays, je n'ai jamais rien connu d'autre que le silence, l'obligation de se taire, et de baisser la tête, et de faire semblant que tout va bien, que le pays est prospère, que les gens sont éduqués, que les femmes sont émancipées, que nous sommes libres. Je suis née à Sfax, dans une ville reculée du fin fond de la Tunisie, dans un pays d'où l'on rêve de partir. Et mon départ, je l'ai réussi. À 19 ans, je l'empoche ce baccalauréat. Malheureusement, on me destine à des études d'hôtellerie. Un jour, à 20 ans, ce fameux billet d'avion, je peux enfin me l'acheter. Je pars là-bas en France. Je ne choisis pas la destination la plus chaude, Strasbourg. En fait, je ne décide pas tout court. J'envoie des demandes à plusieurs universités françaises. La fac de Strasbourg est la seule à m'accepter. Sur place, je grelotte. Je n'ai pas d'argent, donc pas de manteau. Je parle mal le français parce que le lycée dans lequel j'ai été scolarisée à Sfax est l'un des 3 établissements de la République à avoir fait l'expérimentation de l'arabisation. Dans mon école, on nous a rabâché que la langue française, c'était la langue du colon et qu'il fallait qu'on apprenne tout en arabe, les maths, la géométrie, l'histoire, la physique, la chimie. On était tous un peu perdus, cela devenait un handicap. La politique d'arabisation d'un système scolaire avait alors été abandonnée. Quand je me retrouve en France, je parle mal, je ne comprends rien. Je mélange toutes les expressions. Je dis 8 pour le chiffre 8 et je mets des i sous les points. Cela amuse les Français de m'entendre buter sur les mots, détourner les expressions ou réinventer leur langue. Je ne me vexe pas, je sais que je mets de l'ambiance. À 20 ans, je suis à Strasbourg, en pleine France de Pompidou. Pas de manteau, pas de sous, pas de français correct, pas d'amis, pas de famille. Il fait froid et je découvre la neige. Je la déblaye tous les matins du trottoir de la vieille dame qui me loue une chambre en échange de services et d'un peu d'argent. Très vite, je me débrouille pour trouver des petits boulots pour manger. Je fais tout ce qui me permet de survivre. Mécanicien, gardien de nuit, laveur de carreaux, caissier. Il faut bien que je paye les droits d'inscription de la fac de médecine. Mes parents ne peuvent pas m'envoyer d'argent. Mon père, Baba Abdel, était bibliothécaire dans les souks. Ma mère, Mama Maïssa, mariée à 13 ans, ne connaissait que l'allaitement de ses 6 enfants, la cuisine, le ménage, la couture, le foyer et le dévouement aux hommes de la famille. Même si mon père avait eu envie de m'envoyer quelques économies, l'argent serait arrivé trop tard à cause d'une administration trop lente et la somme aurait été une véritable fortune pour lui. Alors c'était plutôt moi qui leur envoyais de l'argent pour les aider. Après tout, c'est un peu grâce à eux que je suis de ce monde. À 21 ans, je rate ma première année de médecine. C'est décidément beaucoup trop dur. Je n'arrive plus à tout faire. C'est laborieux. Je n'ai pas vraiment d'amis. Je n'ai pas le temps de m'en faire. Je passe ma vie à joindre les 2 bouts. Et puis, j'ai peur des corps qu'il faut disséquer, du sang qu'il faut affronter. J'arrête d'aller en cours. À 22 ans, je me résigne. Je pars de Strasbourg et je tente ma chance à Amiens pour des études de pharmacie. J'envoie une demande à la fac et je suis acceptée. Je me dis que ce sera plus facile de faire pharmacie plutôt que médecine. Je pourrais alors devenir quelqu'un, un jour. Je me mets à rêver. Ouvrir mon officine, soigner les gens du quartier, faire quelque chose d'utile pour mon pays. À 22 ans, je rencontre Julie dans un bistrot. Elle est seule. Elle lit un roman et note des phrases dans un carnet. Elle fume et boit son café à petites gorgées. Je la trouve belle, avec ses cheveux blonds et ses grands yeux bleus, si clairs et si triste. Je la regarde quelques instants et puis je me décide. Je vais vers elle. Il me faut du courage, elle est impressionnante. Si triste,
si froide, si dure et en même temps si belle. Je lui demande si je peux m'asseoir et prendre un café avec elle. Les autres tables sont libres et il y a de la place ailleurs. Tant pis. J'y retourne tous les jours, elle finira par me prêter attention. À 23 ans, je croise de nouveau Julie dans la rue. Par bonheur, nous avons une amie commune avec qui elle se promène dans le centre-ville d'Amiens ce jour-là. Je prends des renseignements sur leur sortie et grâce à Colline, je suis toujours par hasard sur le chemin de Julie. À partir de 23 ans, je ne la quitte plus jamais. À 30 ans, grâce à Julie qui, tous les soirs, retranscrit les enregistrements audio de mes cours dans un français que je peux comprendre, je deviens pharmacien. Avec l'envie de rentrer au pays avec elle, ce serait trop difficile d'ouvrir une pharmacie et d'être mon propre patron en restant à Amiens. Julie accepte de me suivre. Même si mes frères et sœurs la mettent en garde, ils lui disent que je risque de la voiler une fois sur place. Julie leur tient tête, elle en a marre de notre vie en France. On se fait refouler à l'entrée des boîtes de nuit parce que je suis un peu typé. Et pourtant, j'ai les yeux bleus, comme les Français. Disant que j'ai un physique peu commun. Les yeux bleus, les cheveux crépus, la peau mate, je suis très grand, alors que les Tunisiens sont souvent petits, surtout mes parents. À Sfax, à l'époque, on se serait cru dans une ville de Lilliputiens, d'autant plus quand les hommes se comparaient aux colons installés là. À Tunis, on rejette Julie. Elle, la grande blonde aux yeux bleus froids et tristes, au grand sourire touchant, à la peau blanche qui rougit au soleil. Elle, la Roumia, plate sans argent, sans rang social et française, si française. Pourtant, nous avons tous les deux les yeux bleus. Ma mère a les yeux verts, mon grand-père les yeux bleus. Mais cela n'empêche pas que Julie soit rejetée par les miens. Mon père m'avait réservé un mariage avec une cousine. Il n'aimait pas trop ma femme. C'est ainsi que nous commençons à vivre dans les petits mensonges quotidiens auprès du voisinage, de la famille et de la société, pour avoir la paix. À 30 ans, nous nous installons à l'Ariana, cette commune jouxtant Tunis, si populaire et dans laquelle Julie se sent isolée. J'ai déjà ouvert ma pharmacie. Difficile de s'en aller sur cette terre d'isolement. Pour Julie, une petite fille née et vient égayer nos jours, Essia. Elle me ressemble beaucoup. Elle a les yeux verts de sa grand-mère, mais elle a mon teint, ses cheveux bouclés et mon caractère. 2 enfants naîtront ensuite, blonds, aux yeux bleus, comme leur mère. Je suis parti très jeune de chez moi. J'ai épousé une Française. J'ai bravé les interdits posés par ma famille et la sienne. Je me suis installé à l'Ariana. J'ai réussi à ouvrir ma pharmacie. J'ai traversé les âges avec Julie envers et contre tout. J'ai épousé sa langue. Elle est professeure de philosophie au lycée français. Elle aime s'exprimer dans un français châtié et lire des romans. Je découvre de beaux textes grâce à elle. Je lis de plus en plus. J'apprends de nouveaux mots et je mets de moins en moins les i sous les points. Alors déjà merci à Marie pour avoir sélectionné ce passage. Donc c'est vraiment un chapitre, hein. Je l'ai photocopié in extenso. Ça fait naître en vous des choses, des réflexions, des remarques, que vous voudriez partager avec tout le monde. C'est très intéressant parce qu'on a d'un côté donc Yacine qui est tunisien et qui va s'éveiller à la culture française, donc qui part en France, qui au début ne parle pas le français, puis qui même plus tard va carrément lire de la philosophie et des textes, donc il y a déjà une métamorphose au niveau de ses centres d'intérêt, etc. Donc je trouve que c'est très intéressant. Et de l'autre côté, nous avons Julie, donc c'est l'inverse, du coup c'est la française qui elle part en Tunisie, qui du coup voilà, s'adapte après à la culture tunisienne puisqu'elle est obligée d'y vivre, etc. Et je trouve que ce croisement est vraiment intéressant parce qu'il y a une métamorphose du moi du coup chez les deux personnages. Du coup, moi, comme j'ai pas lu le livre, c'est vraiment juste mes premières impressions après la lecture. C'est que, en fait, juste en lisant, du coup, son histoire, ça m'a beaucoup fait penser à la culture d'ici, du coup, malgache. Parce que c'est souvent comme ça quand, du coup, un malgache, enfin dans ma famille en tout cas, il part en France et du coup, il rencontre une Française et soit l'un ou l'autre, soit il décide de vivre là-bas, soit il décide de rentrer. Et du coup, c'est sa femme qui s'adapte et tout ça. Et rien que le regard des amis ou de la famille, oh, n'y va pas, ou l'adaptation assez compliquée en fait. Et forcément, les concessions
Parce que lui, du coup, il a dû choisir entre le français et voilà, il a décidé. Enfin, ça m'a fait penser à ça. Donc. Et les concessions, c'est-à-dire positives, négatives, ça peut être positif ou pas? Oui, ça peut être positif. Mais par exemple, le choix de la langue, forcément, du coup, les enfants, ils vont parler français d'abord, leur première langue. Mais après, comme ils vivent quand même en Tunisie, ils seront quand même dans un environnement... mais après, ce sera pas forcément... ce sera un peu... comme à Madagascar, on vit bien à Madagascar, pourtant, on parle pas forcément très bien malgache. Donc, l'environnement, il conditionne pas forcément l'apprentissage de la langue. Donc, voilà. C'est intéressant. Juste pour... Oui, c'est vrai, il reste peu de temps, il ne faut pas que je parle trop, mais qui se retrouve dans ce que dit Vali, qui parle très mal malgache, ou un peu mal, fait des fautes? Ouais. Il reste peu de temps. Alors, Iliana, il faut que tu trouves un petit créneau pour parler avant que ça sonne quand même. Hein? Tu veux? Oui. Ouais. Moi, en fait, dans cet extrait, je retrouve vraiment ce que j'ai adoré dans le livre, c'est-à-dire le style de l'écriture. En fait, c'est des phrases très courtes, mais on ressent exactement ce que le personnage veut exprimer, on ressent vraiment tout ce que lui ressent. Et c'est ce qui m'a vraiment attachée au livre, on va dire, ce que j'ai vraiment adoré dans ce livre. Et c'est quelque chose que je trouve qui est très difficile à faire pourtant. Et vous l'avez fait parfaitement dans tous les chapitres, que ce soit quand c'est Essia qui parle, quand c'est Mehdi, ou même quand c'est la cellule, on dirait que la cellule ressent vraiment des choses. Et on le ressent du coup aussi. Et je trouve que c'est un procédé super.